C'est l'heure de votre émission, le débrief. Merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus. L'actualité sur le continent évolue et celle qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers jours, c'est bel et bien celle de la chambre d'appel de la CPI. La Cour pénale internationale a confirmé le 31 mars dernier l'acquittement prononcé en 2019 contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les 3000 morts de la crise post-électorale ivoirienne survenue il y a 10 ans. Le retour du leader du FPI est très attendu dans le pays. Avec ce retour annoncé, allons-nous vers une unification de la Côte d'Ivoire? Comment le retour de l'ex-président va-t-il s'organiser? Les réponses en première partie d'émission. Le 7 avril marque le début des commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda, un génocide qui a fait 800 000 morts. Un récent rapport pointe un ensemble de responsabilités accablantes envers la France dans le génocide au Rwanda, mais écarte sa complicité. Le président rwandais Paul Kagame a salué ce rapport qu'il qualifie de premier pas vers un avenir radieux. Le président français Emmanuel Macron a multiplié des gestes à l'endroit de Kigali. Allons-nous vers une normalisation de relations entre le Rwanda et la France? Vous le saurez en fin d'émission avec mes invités du jour. Ousmane Sène, journaliste, directeur de la radio universitaire de Dakar, UCAD-FM. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et merci à tous vos auditeurs, vos téléspectateurs. Et en face de vous, Hassan Samb, journaliste, directeur de publication de Réumi Quotidien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, le plaisir est partagé. Nous allons, messieurs, parler de la Côte d'Ivoire avec ce retour possible de l'ancien président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est désormais libre de ses mouvements. Que pensez-vous de cette décision de la CPI, la Cour pénale internationale? Merci, je pense que je vous salue tous, notamment Hassan, mon ami, mon confrère. Et merci à vos téléspectateurs et merci à Médian. Moi, je dis que tous les observateurs peuvent être surpris, mais à moitié, parce qu'en vérité, on allait vraiment vers cette décrispation. Et depuis le début, moi, je disais qu'il y a déjà un vent donc d'espoir qui souffle en Côte d'Ivoire en termes de réunification de la classe politique. Parce qu'en vérité, depuis 2019, lorsqu'on a prononcé donc cet acquittement, on a vu que le discours de Gbagbo, c'était un discours d'unification. Il a tendu la main à plusieurs reprises. Les médias l'ont poussé à plusieurs reprises à vouloir à dire le contraire, mais en vérité, il a toujours maintenu son discours, c'est celui d'amener tous les fils de la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Le retour des exilés, l'unité donc nationale. Et là, je pense que c'est un appel aussi du président Alassane Ouattara, qu'il avait formulé avant même l'élection présidentielle, qu'il veut revoir encore tous les Ivoiriens, tous les fils de la Côte d'Ivoire revenir en Côte d'Ivoire. Et comme il a souligné, la Côte d'Ivoire a besoin de ses fils et ses filles pour reconstruire évidemment le pays. Le pays, et cet appel, je pense que c'est un appel aussi différent des autres, parce que ce n'est pas un appel politicien, mais c'est un appel à un sursaut national pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Et également unifier les différentes familles politiques. Et je pense qu'on a vu à plusieurs reprises donc, la politique d'Alassane Ouattara, qui a toujours cherché des rassemblements. D'ailleurs, rien qu'avec le RHDP, on a vu qu'il avait réussi là où beaucoup ont échoué. Il avait réussi quand même à réunir la classe politique d'une manière générale et plusieurs générations à la fois au sein d'un même gouvernement. Et cela, donc, il l'a réussi, mais aussi à chaque fois, il lance un appel aux fils de la Côte d'Ivoire pour revenir en Côte d'Ivoire. Et je pense que la chance aussi de Gbagbo et de Blé Goudé aujourd'hui, et même d'Alassane Ouattara, c'est de retrouver une nouvelle Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire sans la contestation politique, une Côte d'Ivoire sans une contestation judiciaire, une Côte d'Ivoire post-électorale où les gens veulent et ont soif même d'unité parce que c'est un peuple aussi, il faut le dire, qui sort d'une guerre, comprenant aussi tous les méfaits et les conséquences graves de la guerre. Oui, on parle évidemment d'une Côte d'Ivoire unie et indivisible. On va y revenir, mon cher Sène, sur ces décisions du président ivoirien Alassane Ouattara. Restons sur la CPI, la Cour pénale internationale. Mon cher Samb, est-ce que cet acquittement a jeté quelque part une lumière sur les profonds dysfonctionnements au bureau du procureur et ternit le bilan déjà fragile de la procureure Fatou Bensouda? Oui, merci et bonjour à mon frère et ami Ousmane, que je retrouve d'ailleurs avec beaucoup de plaisir, et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Justement, c'est préoccupant comme démarche, parce que depuis retenir quelqu'un pendant 10 ans, 10 bonnes années, pour l'acquitter, ça pose un sérieux problème par rapport au fonctionnement déjà très difficile de la justice pénale internationale.
cette justice qu'on essaie d'élaborer, je ne suis pas contre. Je pense que quand même il faudrait bien qu'il y ait une justice internationale, là où bien sûr certains États ont du mal à faire juger certaines hautes personnalités. Il est important d'instaurer une forme de justice internationale. Mais déjà sur la forme, il y a un problème parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas ratifié, y compris d'ailleurs les États-Unis, la Russie, et beaucoup d'États qui n'ont pas ratifié. Mais malgré tout, ça marche, mais ça marche que le pan. Il y a quand même des problèmes quelque part, notamment cette inculpation de cet ancien chef d'État. Oui, parce qu'on a toujours un petit peu lancé la pierre à la CPI par rapport à évidemment ce côté de juger uniquement, de cibler uniquement. Voilà, ça posait beaucoup de soucis. À un moment donné, d'ailleurs, les États africains pensaient devoir se retirer, pourquoi pas, de cette CPI-là, mais ils sont restés, c'est bien. La CPI, on pensait qu'il y avait des indices graves et concordants par rapport à la culpabilité de Laurent Gbagbo. Apparemment, vraiment, des preuves suffisantes n'ont pas été présentées à la Cour par la procureure. C'est vrai que c'est un revers pour elle qui va partir peut-être d'ici mois de juin. Et donc, quelque part, elle rate un peu son départ parce que tout de même, il y aura beaucoup de polémiques sur ça. 10 années, est-ce qu'il faut indemniser même? Évidemment, c'est le seul, on va dire, parcours de Fatou Bensouda qu'on va retenir. Oui, malheureusement, elle en a beaucoup fait pourtant, véritablement. Je pense qu'il y a eu, c'est vrai, des dossiers assez intéressants, et c'est pas seulement en Afrique. On a eu l'ex-Yougoslavie, où on a inquiété aussi des dirigeants. Donc, quelque part aussi, c'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé, elle a aussi honoré son pays et son continent, c'est vrai. Mais quelque part aussi, je pense que c'est pas par rapport à Fatou elle-même, mais par rapport à la CPI elle-même. Mais qu'est-ce qui a manqué? Que s'est-il passé La difficulté, elle est congénitale. C'est la difficulté de mettre en place une justice internationale. Parce que c'est presque pas possible. Nuremberg, c'est la justice des forts, des vainqueurs. Et aujourd'hui, la CPI fonctionne un peu de cette façon-là. C'est-à-dire on va traîner en justice les vaincus. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État supranational. Comme il n'y a pas d'État supranational, il est difficile d'instaurer une justice supranationale. Parce que tout simplement, par exemple, un seul exemple, il y aura des difficultés, par exemple, pour mener des investigations, de vraies investigations sur le terrain, parce qu'il n'y a pas une police internationale. Et c'est là où Fatou Bensouda a fauté l'investigation? Oui, certainement, c'est clair. C'est sûr que quelque part, il y a une forme de complicité de Gbagbo dans ce qui a été fait. Ce n'est pas lui qui était exécutant sur le terrain. Mais que voulez-vous? Il y a ce qu'on appelle la complicité par instigation. Instigation, c'est soit vous donner un ordre ou un conseil. L'ordre peut être venu de la présidence, mais c'est difficile à ce moment-là, au moment des opérations, de démontrer qu'il y a eu ce lien de causalité entre l'ordre donné et l'exécution, la mort de certain nombre de personnalités. Parlons des investigateurs. Alors, vous l'avez souligné, Fatou Bensouda, qui va bientôt quitter la CPI en fin de mandat, et évidemment, alors 3000 morts, je l'ai souligné dans mon introduction en Côte d'Ivoire, lors de cette crise post-électorale 2010-2011. La Cour pénale internationale a visiblement emmené les mauvaises personnes devant la barre. La Cour pénale internationale doit-elle relancer le dossier afin de situer les vrais responsables? Et ce sera très difficile parce que c'est au moment où les gens veulent mettre la pédale douce que des gens exigent encore qu'on ramène le dossier. Je pense que ce ne sera plus possible. Et d'ailleurs, vous avez à chaque fois le mot qui revient, c'est des accusations contre des États pour défaut de collaboration ou absence de collaboration. C'est parce que l'investigation, c'est difficile à être menée parce qu'il y a toujours des ramifications internationales. Même ceux qui déclenchent parfois la crise, ce sont des facteurs exogènes, mais aussi endogènes, mais aussi exogènes. Parfois, ça vient de l'extérieur. Si ça vient de l'extérieur, l'investigation doit être menée aussi bien dans le pays qui a peut-être été, que le sort avait choisi pour abriter la crise, mais hors de ce pays également. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a des ramifications, des puissances qui sont impliquées. Sur ce plan, quand vous ramenez les personnes, les acteurs directs, les acteurs indirects sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus forts. Et dans ce sens-là, vous ne serez jamais en mesure de les amener devant le tribunal. On a vu que, comme l'a dit Hassan, un État supranational n'existe pas. Donc, comment pouvez-vous maintenant vouloir juger la Côte d'Ivoire qui a vécu une crise alors que la Côte d'Ivoire ne fabrique pas d'armes? La Côte d'Ivoire n'était pas seule dans ce conflit parce que c'était une guerre. Et cette guerre a également nécessité l'intervention de plusieurs puissances sur le terrain. Où sont maintenant ces puissances? Quel est leur niveau d'implication? Avec le cas qu'on va aborder tout à l'heure, à chaque fois donc il y a une implication étrangère et sur ce plan, ce sont des dossiers qu'on va peut-être déterrer 10 ans, 20 ans après pour nous dire qu'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de complicité. Maintenant, si on dit qu'il n'y a pas de complicité alors que le pays n'a pas cette compétence à juger de l'affaire,
On l'a déjà amené au tribunal international. Vous voyez que beaucoup de puissances n'ont pas ratifié. Certaines même n'acceptent pas d'aller répondre. Ouais, ce qui fait que ça va être difficile, comme vous l'avez dit, de situer les responsabilités. En vérité, de donner, cette fois-ci, je pense que pour clarifier le dossier ivoirien, je pense qu'il sera très difficile, d'ailleurs voire impossible, de revenir encore sur ce dossier pour encore faire des investigations, encore convoquer d'autres personnalités, parce que n'oubliez pas qu'actuellement, c'était une guerre entre deux camps différents. Un camp a répondu, l'autre camp ne peut pas répondre. Et pour celui qui appelle déjà à la paix, il n'est plus vraiment prêt à encore raviver encore cette flamme de la crise. Et Appelé à la paix, le président Alassane Ouattara déclarait à l'ouverture du premier conseil des ministres de son gouvernement, de son nouveau gouvernement, je cite, « Des dispositions seront prises pour que Laurent Gbagbo bénéficie conformément au texte en vigueur des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République, en précisant, je cite toujours, ses frais de voyage et ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de la Côte d'Ivoire. Une décision évidemment saluée par plusieurs Ivoiriens dans le pays. Quelle appréciation, quelle analyse faites-vous de la déclaration du président ivoirien Alassane Ouattara? Je pense que c'est une volonté de paix, de réconciliation nationale. Pourquoi pas c'est également, ça traduit une certaine gêne de nouvelles autorités ivoiriennes, nouvelles, bon, ils sont là depuis quelque temps, parce que tout de même, il ne faut pas oublier qu'elles ont quand même condamné Gbagbo, ne serait-ce qu'en interne, pour le fait que la BCEAO avait été dévalisée et tout ça. Même, il y avait un procès en interne contre Gbagbo. On va y revenir, Et donc, ça veut dire quoi? Peut-être qu'on va annuler tout ça. Y aura-t-il une loi d'amnistie en interne? Y aura-t-il une immunité? Parce que dans les déclarations d'Al-Assad, je n'ai pas entendu immunité. J'ai entendu les rangs, les avantages liés au chef d'État. Bien, mais je souhaite que vraiment, Gbagbo, parce qu'il faut aller jusqu'au fond des choses, Gbagbo bénéficie quand même de l'immunité. Et ne serait-ce qu'il y ait une loi d'amnistie qui puisse quand même carrément suivre le disculpé. C'est la justice internationale qui l'a blanchi, ce n'est pas la justice interne. Attention. Donc en interne, tout le travail juridique nécessaire doit être fait. Une loi d'amnistie qui bénéficie désormais de l'immunité avant de bénéficier de tous ces avantages dont il a parlé. On va revenir sur ce point, mais en ce qui concerne la déclaration du chef de l'État, vous l'avez souligné, c'est aujourd'hui un déclic. Oui, on rappelle évidemment que le chef de l'État, Alassane Ouattara, est dans un processus d'unification du peuple ivoirien, de tous les Ivoiriens, les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Mais il y a un aspect. C'est le déclic aujourd'hui, c'est avec cette déclaration. C'est le déclic. Non seulement il y a la volonté d'unifier les fils de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Ouattara fait? Il montre sa bonne volonté en montrant que en réalité, la Côte d'Ivoire est un pays de démocratie. Et que puisque cet homme a été blanchi, eh bien, il va réintégrer son pays et bénéficier de tous les avantages dont il a droit. Et c'est juste une manière de montrer à la communauté internationale également qu'il s'agit ici d'un pays de droit et que le président qui est à la tête de ce pays n'est pas un dictateur. Je pense que là aussi, c'est un enjeu extrêmement important, il ne faut pas oublier dans cette affaire. Maintenant, volonté de réconciliation en interne, oui, mais il y a des limites en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'on décrète le retour tel ou bien même des alliances politiques qu'on va décréter la réconciliation. Parce qu'il y a quand même des paramètres internes qu'il faut tenir en compte. Et comment le retour de l'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo, doit-il être organisé? Mais c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il lui avait déjà décerné des passeports. Il y avait un passeport ordinaire. Et un diplomatique. Là, c'est facile. Là, ce pays ne fera plus obstacle à tout ça. Donc, il était déjà en Belgique. Et bien, il va simplement rentrer dans son pays. Et maintenant, peut-être reçu par le président de la République, parce qu'on a vu les cas centrafricains avec Djotodia et Bozizé, quand ils étaient de retour. D'abord, tu les a reçus dans un premier temps, et après ils sont partis tranquillement rejoindre leur localité. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de format, sauf maintenant, à mon avis, comme je le disais tantôt, que les questions de droit sont têtues. Or, la justice a des règles. On ne peut pas les bafouer. Il y a une condamnation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une loi d'amnistie. Il faut régler ces questions-là, préjudicielles, comme je les appelle, pour blanchir carrément, pour qu'il n'y ait pas de surprise. On l'avait souligné, un signe très fort de sa volonté d'œuvrer à la réconciliation nationale. Cette réconciliation nationale, évidemment, très chère au président Alassane Ouattara, doit-elle nécessairement passer par la réconciliation également avec Guillaume Soro et les exilés?
Parce qu'il avait parlé de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Je pense que peut-être dans une première étape, on verra peut-être Gbagbo et Blé Goudé, mais ultérieurement, le cas aussi de Guillaume Soro sera négocié, parce qu'en vérité, moi, je pensais même que Guillaume allait rentrer beaucoup plus tôt que les Ouattara, Gbagbo et Blé Goudé, parce que lui, quand même, il a même participé donc, à des gouvernements, il était dans le RHDP. Donc c'est à l'approche des élections qu'on a vu un autre Soro, et d'ailleurs, même son exil l'a surpris parce qu'il était en voyage, et de façon donc habituelle. C'était une routine, mais alors, en voulant revenir, on lui a interdit donc de revenir en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est clair est que, comme l'a souligné Hassan, Alassane Ouattara, il est redoutable. C'est-à-dire que cette réconciliation se fera de façon sérielle, graduelle. Dans une première étape, Gbagbo et Blé Goudé vont rentrer en Côte d'Ivoire. Et peut-être ce sera aussi, pas de façon jubilatoire, parce qu'il faut faire attention aussi. Il y a l'euphorie de la victoire de Hassan, peut-être qui peut permettre à ces gens de revenir, accueillis par quelques militants, et rentrer dans les rangs. Sinon aussi, on peut s'attendre encore à d'autres actions, dans la mesure où il y aura toujours l'épée de Damoclès. Il a été jugé, condamné à près de 20 ans de prison pour le cas de la casse de la BCEAO en Côte d'Ivoire. S'il revient en Côte d'Ivoire, c'est comme l'épée de Damoclès. S'il n'y a pas loi d'amnistie, il sera aussi obligé de marcher à pas retenu sur l'espace politique. Mais tout ce qu'on dit, en tout cas en politique, c'est qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il faut être là au bon moment. Je pense que Gbagbo et Blé Goudé ont été à la CPI au bon moment. Ils sont revenus à la Côte d'Ivoire au bon moment. Tout dépendra maintenant de l'attitude et surtout du comportement à tenir. Parce que là, je pense que la conduite à tenir va beaucoup compter dans cette réconciliation. S'ils ne sont pas capables de neutraliser leur ambition politique dans une certaine mesure, je pense qu'ils risquent encore de s'attirer quelques foudres. Parce que moi, je dis qu'Alassane Ouattara, il fait partie de ces leaders qui, quand ils se taisent, c'est pour mieux surprendre l'adversaire. Et il est toujours donc dans cette stratégie politique. On parle d'un récent ministère ivoirien de la réconciliation qui a été créé par le président Alassane Ouattara et dirigé par Kouadio Konan Bertin. En quoi le retour de Laurent Gbagbo va-t-il faciliter la mission première de ce ministère qui a été créé dans l'objectif premier de rassembler tous les Ivoiriens? Écoutez, ce sera une belle façon pour lui de rencontrer Gbagbo, qui, il ne faut pas l'oublier quand même, est surnommé le boulanger d'Abidjan. Il est aussi redoutable que tous les autres. Il sait calculer, il sait rebondir, il sait profiter des situations. Et donc, le ministère aura la lourde charge évidemment de discuter, d'essayer aussi d'aplanir les difficultés au sein de la classe politique ivoirienne. Mais je le disais tantôt, ce n'est pas le seul problème. Il y a des problèmes, des tensions ethniques internes, véritablement. Le problème de l'article 35, est-ce qu'il faut revoir les conditions pour être candidat à la présidentielle? Tout ça, il faut... C'est autant de débats, de réformes à porter. Il faut une discussion au niveau national. Peut-être la commission, le ministère va aider à un dialogue politique sincère pour qu'on règle toutes ces questions liées à la citoyenneté, liées à la candidature, etc. Et peut-être au dialogue politique, pour également discuter du retour de Soro. Mais Soro, ce ne sera pas facile. Franchement, il y a eu des divergences profondes avec Ouattara. C'est des problèmes crypto-personnels. Il a vraiment soutenu, aidé à s'installer. Et j'ai toujours soutenu à l'époque d'ailleurs que je pense que c'est juste une question de temps. Je me disais qu'entre Ouattara et Soro... Non, mais c'est comme Sen l'a souligné, peut-être que ça se fera de façon graduelle. Aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Oui. Peut-être, évidemment, demain, le président Alassane Ouattara ne va pas fermer la porte à Guillaume Soro. Soro sera de retour dans tous les cas. On ne peut pas le confiner en France comme ça continuellement. Dans la dynamique de réconciliation, si on veut vraiment que les choses marchent correctement, c'est vrai qu'il faut intégrer tous ces gens-là de la CPI et tout ça, Blé Goudé, Gbagbo, mais il faudra penser à Soro. Et peut-être maintenant discuter largement sur les questions de fond, les questions de blocage au niveau politique. Parce que quand même, il y en a eu. On a mis en avant des débats. C'est vrai qu'il y a eu un coup d'État.
Après, il y a eu la guerre civile, ça a été de trop pour cet État-là. On a mis l'accent sur les points de divergence, notamment la citoyenneté. Je pense que ces questions-là doivent être évacuées. C'est des questions d'ordre, pas seulement d'ordre politique, c'est des questions également d'ordre ethnique et sociologique. Et lui, c'est quelqu'un qui ne met pas aussi tous ses œufs dans un même panier, mais je sais que peut-être c'est un problème de sémantique. Mais à défaut de voter une loi d'amnistie, on peut passer à une commission vérité et réconciliation. Ou réconciliation sans vérité même. Parce qu'en vérité, la Côte d'Ivoire est à la croisée des difficultés au point que je pense tout le monde vraiment a soif d'unité. Et quand il appelle à l'unité, peut-être, les fils de la Côte d'Ivoire aussi vont revenir sans condition. Et depuis que j'entends en tout cas Gbagbo et Bélé Goudé, c'est des gens qui sont prêts aujourd'hui à tout mettre sur la balance pour unifier encore la Côte d'Ivoire. Ils ont très tôt tendu la main au président Alassane Ouattara pour évidemment apporter leur pierre à l'édifice pour une Côte d'Ivoire unie. C'est pas difficile en Côte d'Ivoire parce qu'en voyant même l'élection passée, Ouattara et Kakabe, vous savez que vraiment il y a un vide au niveau de l'espace politique, au point que les gens veulent vraiment dépasser la rancune pour vraiment unifier à nouveau la Côte d'Ivoire. On va rester sur le fait de dépasser la rancune. Vous l'avez souligné, l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, n'a pas, en tout cas, tari d'éloges aussi sur la gestion, sur cette volonté du président Alassane Ouattara d'unifier la Côte d'Ivoire. Il a tendu sa main, pareil pour Charles Blé Goudé, qui a présenté ses excuses au peuple ivoirien, qui est dans cette volonté d'unir le peuple. S'il fallait aujourd'hui considérer tous ces actes posés par Charles Blé Goudé et l'ancien président Laurent Gbagbo, est-ce qu'aujourd'hui ces dirigeants sont en train de se rendre compte de leurs erreurs, les corriger pour léguer un héritage véritable à la Côte d'Ivoire de demain? Comme on l'a connu d'ailleurs dans le passé. Houphouët-Boigny, il n'était pas le meilleur des présidents en termes d'infrastructures, de réalisation. En vérité, il a un bilan. Mais à l'époque aussi, vous voyez qu'il a tout fait maintenant pour unifier la famille, mais ensuite pour léguer aussi le pays à une génération sur laquelle vraiment il comptait beaucoup. Il y a eu ensuite la guerre entre Bédié et Alassane Ouattara, qui a connu aussi, lui, comme Soro, l'exil. Il a fait le tour presque de l'Afrique et de certains pays de l'Europe pour revenir en Côte d'Ivoire prendre le pays. Aujourd'hui aussi, il veut rééditer le même scénario, c'est-à-dire essayer de léguer encore une Côte d'Ivoire unie. Et je pense qu'actuellement, quand vous voyez le cas de Alassane Ouattara et même de Gbagbo, connaissant sa capacité et sa subtilité, comme l'a souligné Hassan, le boulanger, vous savez que les grands hommes aussi se reconnaissent dans les grandes crises. La Côte d'Ivoire a connu une grande crise. Il a fallu l'intervention d'autres puissances pour régler la question. Cette fois-ci, la Côte d'Ivoire va régler ses problèmes à l'interne avec les fils de la Côte d'Ivoire et à la manière aussi ivoirienne. C'est peut-être cette démarche qui manque un peu sur le continent, le fait de régler nos problèmes nous-mêmes, comme on dit, sous l'arbre à palabre. À palabre. On a des mécanismes de régulation, mais parfois on les abandonne au profit d'autres qui ne fonctionnent pas forcément sous les tropiques. Et cela nous amène souvent beaucoup de difficultés. Mais le cas de la Côte d'Ivoire doit faire école si jamais Alassane réussit vraiment à faire revenir tous les fils de la Côte d'Ivoire et remettre sur pied encore une autre Côte d'Ivoire qui va s'entendre autour de l'essentiel. Parce qu'en politique, il faut qu'il y ait l'adversité. Mais l'essentiel, c'est de s'entendre autour de ce qui compte pour le peuple. S'entendre autour de l'essentiel. Alors la balle est désormais dans le camp du président, enfin de l'ex-président Laurent Gbagbo, après évidemment le feu vert donné par le président Alassane Ouattara. Pour réussir son retour en Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo doit-il d'abord commencer à régler ses problèmes, les problèmes internes dans son parti, le FPI, quand on sait qu'aujourd'hui il y a des dysfonctionnements au sein de son parti? Oui, tout à fait. Je pense que là aussi c'est un préalable. C'est sûr que lui, il va régler toutes ces questions, travailler à cela, parce qu'il le faut bien, parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là, et il y a eu beaucoup de problèmes. Bon, on s'imagine bien, même si Simon est là, c'est compliqué. Maintenant, c'est bon. Donc, il a eu tout ce qu'il souhaitait. C'est le moment vraiment de lâcher prise et de permettre peut-être aux uns et aux autres aujourd'hui de pouvoir compétir sainement et de pouvoir peut-être être élu ou ne pas être élu. En tout cas, ça dépendra du peuple ivoirien. Donc, Gbagbo a encore une très grande carte à jouer. Et je pense qu'il pense peut-être rebondir. Pourquoi pas revenir? Est-ce que c'est possible d'ici à 2025? Rien n'est impossible dans tout cela, parce qu'on a vu, je pense, une fois, si, je ne sais pas si je ne m'abuse, au Bénin, avec c'était Mathieu Kérékou, 10 ans après, il est revenu. Voilà, il est revenu. Et il est devenu président, 10 ans après. Et vous pensez que l'ancien président Laurent Gbagbo a des ambitions politiques? Ah oui. Même s'il ne l'a pas, en tout cas, il a peut-être à ses côtés... Évidemment qu'il a encore des tentacules.
bascule à souder, voilà, pour faire vivre encore le parti, parce que le FPI n'est pas mort. Et d'ailleurs, l'élection passée, vous voyez qu'ils ont préféré, en tout cas les ténors, boycotter l'élection, parce que peut-être le mécanisme n'était pas favorable à leur politique. Mais en vérité, ils n'ont pas complètement renoncé à la politique. Et d'ailleurs, il y a Jacques Chanel qui dit que les arbres deviennent plus beaux en vieillissant, mais l'homme politique devient plus fort et plus puissant en vieillissant en termes de stratégie et de réflexion. Et je pense qu'il a toujours cette réflexion. Et il a cette fibre aussi politique qui fait qu'à chaque fois, il sait rebondir et par où rebondir. Et il sait aussi négocier et il est en train de négocier. Et c'est là où nous allons marquer une courte pause, les amis. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième partie d'émission. On parle de normalisation des relations entre le Rwanda et la France, ce qui sous-entend, mon cher, semble qu'il y avait des tensions entre les deux pays. Le génocide était-il la seule épine dans la chaussure des deux présidents ? En tout cas, c'est l'une des épines les plus importantes depuis d'ailleurs le génocide. Où vraiment, c'est vrai, Paul Kagame, quand il est arrivé, il a indexé toujours les Français en tant que peut-être responsables dans ce conflit. On sait ce qui s'est passé. En réalité, c'est vrai qu'entre le président Hutu, l'ancien président, et le président Giscard, il y avait cet accord de 1975 pour former la gendarmerie du Rwanda et tout. D'ailleurs, on a après transformé comme ça de facto en accord de défense. Donc, il y a une complicité des Français qui savaient et qui ont appuyé quand même le président qui était là à l'époque. Mais ce n'est pas ce que le rapport dit. Le rapport écarte justement la possible complicité, en tout cas, de la France dans le génocide. Non, mais pas dans le génocide, mais dans le fait de renforcer un camp contre un autre. C'est pas que les Français étaient impliqués directement, c'est pas possible d'ailleurs. Mais c'est parce que ça c'était un problème entre Rwandais et un problème ethnique à la base. Même si certains contestent cette thèse. Mais ce qui est sûr, c'est que la France a fait cause pour un camp. Il voulait que le président Abiyarimana, excusez-moi de mal prononcer, reste au pouvoir. Eh bien, en tout cas, ne soit pas destitué par les rebelles. Ça, quand même, il y avait une forte position française à ce niveau-là. Et donc, quelque part, je pense qu'il y avait une complicité, mais cette complicité, ce n'est pas par rapport au génocide, mais par rapport au fait qu'il y a la France a appuyé un camp et que la France a fermé les yeux aussi sur le génocide. En réalité, parce qu'elle aurait pu alerter davantage, elle aurait pu s'activer davantage, et je pense qu'elle n'a pas fait ce qu'elle n'a pas fait. Alors nous espérons que ce rapport pourra mener à d'autres développements dans notre relation avec le Rwanda et que cette fois, la démarche de rapprochement pourra être engagée de manière irréversible, a précisé le président après la remise de ce rapport d'historien à Emmanuel Macron, le président évidemment rwandais Paul Kagame. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Bon, moi en tout cas, j'ai toujours peur des rapports parce que ça aide vraiment à enterrer des dossiers qui devaient être élucidés. Parce que Duclerc a dit que la France n'est pas complice, mais il y a des responsabilités accablantes. Responsabilité accablante et complicité, je ne sais pas, un problème de sémantique qui fait qu'en vérité, on ne sait pas qui faisait quoi à l'époque, parce qu'il y a des coïncidences troublantes dans cette affaire. L'avion de Juvenal Abiyarimana, qui voyageait en même temps que Cyprien Taryamira du Burundi, les deux présidents sont morts. Melchior Ndadaye, qui était un tampon à l'époque et un régulateur, était déjà assassiné par le major Buyoya. Donc, ce qui veut dire qu'il y a tellement d'imbrications dans ce dossier qu'on a vu que la crise, ce sont les Rwandais qui l'ont vécu, mais en vérité, les causes comme les solutions doivent toujours venir de l'extérieur. Moi, ce sont ces ramifications qui m'inquiètent en vérité, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui juger cette affaire sans la France. Et déjà ce rapport, avant ce rapport, il y avait le rapport Paul Kiles, qui avait même accusé ouvertement la France, disant même que le missile qui avait abattu l'avion venait des Français. Après le rapport Kiles, on vient encore le rapport Duclerc. Quel est le rapport maintenant qui aidera à faire la lumière? Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui à pouvoir juger cette affaire pour que les relations soient au beau fixe entre le Rwanda et la France. Parce qu'en vérité, en termes d'État, il y a des moments où vraiment l'intérêt parle. Non, on parle de rapprochement évidemment entre le Rwanda et la France. Mais si je vous suis, c'est un rapprochement qui éloigne. Non, c'est un rapprochement qui peut-être entre les deux hommes. Mais jusqu'à présent, le peuple rwandais gardera toujours cette rancune
contre la France, parce que c'est un peuple qui va peut-être pardonner mais sans jamais oublier. Vous voyez qu'à chaque fois, le 7 avril, il y a des manifestations un peu partout dans les ambassades à travers le monde pour vous dire que le Rwanda n'est pas prêt à enterrer le dossier. Comment la France peut maintenant venir avec un rapport, enterrer ce dossier, ou bien l'actuel président même, lui, il est là dans sa gestion. Mais justement, parce que le président Paul Kagame a qualifié ce rapport, entre guillemets, d'historique en parlant d'un pas important vers un avenir radieux. Donc quelque part aussi, le président Paul Kagame, il est prêt à assumer les réactions de son peuple. Assumer les réactions de son peuple, mais c'est parce qu'il a senti l'effet d'usure. Il commence à durer au pouvoir et il sait qu'il veut sortir par une grande porte. Et la grande porte de l'histoire est en train de lui échapper parce que, attention, dans ces genres de gestion aussi, si vous arrivez au pouvoir par un certain chemin aussi, parfois, il arrive que les choses vous rattrapent. Aujourd'hui, Paul Kagame est rattrapé par ces choses parce que la majorité du peuple rwandais veut avoir la lumière sur cette affaire. Et lui, jusqu'à présent, il ne peut pas aujourd'hui mobiliser les différentes entités impliquées dans cette guerre pour avoir un rapport clair et faire la justice sur le génocide. Donc, ce qui est plus sûr et rapide pour lui, c'est d'enterrer cette affaire. Et il est en train de se rapprocher de la France depuis quelque temps parce qu'il a mené plusieurs voyages avant que ce rapport ne soit publié. On va en parler justement. Ce qui veut dire que donc, voilà, il a montré donc des signes donc, de réconciliation avec la France, mais des réconciliations entre le Rwanda et la France. Cela n'est pas l'affaire d'hommes, mais c'est l'affaire de deux peuples. Alors, en 2006, le Rwanda avait rompu, évidemment, ses relations diplomatiques avec la France. Elles seront rétablies 3 ans plus tard, en 2009. En février 2010, Nicolas Sarkozy est le premier président français en visite à Kigali depuis le génocide. En 2011, première visite de Kagame à Paris. Et puis, mai 2018, Kagame est à nouveau reçu à l'Élysée. Macron, pour sa part, est attendu à Kigali pour une visite historique au mois de mai, évidemment. Comment analysez-vous l'évolution de ces relations diplomatiques? Évidemment, même si notre ami Sen a un petit peu mis un bémol au milieu. Écoutez, c'est une évolution en dents de scie, mais en tout cas, il y a la tension qui est là depuis l'arrivée de Paul Kagame, ça on le sait. Et donc, quel que soit le président français, en tout cas, le Rwanda a voulu toujours indexer en tout cas la France dans son rôle négatif dans ce qui s'est passé dans ce pays-là. Donc, quelque part, il y a une volonté apparemment de réconciliation. Je pense qu'Ousmane a bien raison sur le fait que Paul, il a des soucis internes. Bon, ensuite, il a géré un peu les choses d'une main de fer. Hein. Il n'est pas tendre de temps en temps sur le plan des droits de l'homme et tout, même s'il a un bilan, voilà. Oui, parce que le Rwanda est considéré comme un exemple sur le continent. Souvent cité un exemple, mais Paul, voilà, quelles sont ses relations avec ses opposants et tout ça. Et je pense qu'avec les droits de l'homme au Rwanda, il y a des soucis à se faire à ce niveau-là. Et quelque part, il a besoin donc de s'endosser sur des amis aussi, sur le plan international. On l'a vu avec Idriss Déby, qui réussit bien un peu la manœuvre, qui est un peu soutenu. L'école de Jean-Bédel Bokassa et Giscard. Donc, il s'endosse toujours sur un appui français et tout. Et je pense que quelque part aussi, ils savent que c'est contre-productif de vouloir toujours cracher sur Paul Kagame, il est dans une stratégie géopolitique, vous pensez? Oui, très, très clair, très net. Voilà, et il veut faire de la France donc, un nouvel allié, ça c'est clair. Donc, par rapport à toutes les démarches, et Macron s'inscrit dans la même dynamique en choisissant ses historiens avec le rapport du Clerc maintenant. Il veut tourner la page. Voilà, la page du conflit entre la diplomatique entre la France et le Rwanda. Et je pense que tous les deux, ils sont en phase, quelque part. Et peut-être il y a une nouvelle amitié entre le nouveau président français et Paul Kagame. Et ça va aboutir, bien sûr, à une forme de réconciliation. Mais au niveau étatique, évidemment, bon, ça, comme Ousmane le disait, peut-être qu'au niveau du peuple, il y a des réticences. Mais ce qui est clair, c'est qu'au niveau diplomatique, je pense qu'on tend inexorablement vers, bien entendu, une réconciliation. Réconciliation, mon cher Sen. Alors, quel a été le rôle de la communauté internationale dans la décrispation de ces relations tendues entre le Rwanda et la France? Bon, la communauté internationale, à chaque fois, elle intervient, mais c'est en fonction aussi, c'est sur la tête du client, moi je dis. Parce que le Rwanda aujourd'hui est cité en exemple, mais attention, moi je dis que, quelle que soit la richesse du bilan, moi, quand c'est l'emballage de la dictature, moi j'ai peur. Parce qu'en vérité, on dit que le peuple est discipliné, mais est-ce que le peuple est discipliné ou bien c'est l'État qui fait la police? Parce que là aussi, il y a une très grande différence. Quand il y a liberté, peut-être il y a dérive.
Mais s'il n'y a pas possibilité de s'exprimer, comment on peut faire des dérives? S'il n'y a pas possibilité de se mouvoir, comment on peut faire des dérives? Moi, à mon avis, tout ce qui est sous l'emballage de la dictature pose problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peuple qui se tait, mais ce n'est pas un silence forcément de joie ou de gaieté, mais peut-être c'est un calme qui précède une certaine tempête. Parce que demain, on a vu ce qu'a vécu l'Égypte. L'Égypte était un pays bien gouverné à l'époque, parce que les gens, il y avait toujours le coup de bâton. Est-ce que Paul Kagame, il en est conscient que ça peut bouger, ça peut chauffer dans son pays par rapport justement à ce rapprochement? C'est pour cela d'ailleurs qu'il commence à établir ses tentacules un peu partout. On l'a vu. En 1973, l'Iran et la France avaient rompu leurs relations diplomatiques, mais en fonction de celui qui arrive ou de celui qui veut quitter. Mais on cherche toujours l'intérêt du pays, mais ensuite, on cherche toujours un point de chute. Vous savez que tous ceux qui s'accrochent au pouvoir aujourd'hui en Afrique, la plupart d'entre eux, c'est qu'ils n'ont pas de point de chute. Mais ils veulent quitter. Ils savent que c'est le temps, c'est le moment de quitter, c'est mieux de quitter. Mais où aller? Où aller? Ouais. La question, on l'a vécu récemment avec la Gambie, ça c'est récent. La Guinée équatoriale. C'est des gens qui veulent quitter, mais en vérité, ils n'ont pas de point de chute. Et c'est ce qui fait qu'ils s'accrochent. Et en s'accrochant aussi, il y a cette paranoïa qui fait qu'à chaque fois, les dérives continuent. Et c'est par la suite maintenant qu'ils seront rattrapés. Oui, évidemment, jugés. et il y a la Cour pénale internationale qui est derrière. Depuis l'arrivée de la Cour pénale internationale, des chambres africaines élargies, vous voyez qu'à chaque fois maintenant, ces présidents, ils sont toujours à un point de chute, mais en essayant toujours de manœuvrer en termes d'accord, de réconciliation avec certaines puissances. Le cas de la Syrie est là. La France avait dit la Syrie sans Bachar, la Russie a dit la Syrie avec Bachar. Aujourd'hui, Oui, on a évidemment, la Syrie on voit cette avec guerre Bachar. de droit de veto. Donc, vous voyez les droits de veto et l'intervention des différentes puissances qui fait que des ramifications internationales maintiennent le président ou bien essayer de toujours faire l'huile entre le président et le peuple. Un point de chute. Le président Emmanuel Macron souhaite se rendre, on l'a souligné, à Kigali durant la première quinzaine du mois de mai. Le président français veut-il profiter des conclusions du rapport du CLEC pour accélérer la normalisation des relations avec Kigali? Absolument, c'est évident. C'est évident. Le rapport d'ailleurs était fait à dessein. Ce n'était pas pour rien que, on avait demandé de déclassifier certains dossiers, classifiés top secret à l'époque. Ensuite, les historiens ont travaillé et Macron, c'est lui-même qui a demandé à ce que ça soit fait, justement dans une perspective de normalisation. Et je pense qu'il est en train de réussir le coup. Maintenant que la France reconnaît sa responsabilité historique sur ce drame, sur ce génocide, c'est clair que la page peut être tournée. Et je pense que voilà, c'est dans cette dynamique-là que s'inscrivent les deux présidents et ils vont y arriver. Il ne faut pas oublier justement que ce n'est pas seulement la France qui est responsable. On oublie aussi l'Ouganda. Oui, évidemment, il y a plusieurs les États-Unis qui responsabilités. Qui a formé Paul Kagame. Et ainsi de suite, il y a énormément d'États. Il y a Burundi, il y a énormément d'États qui sont cités en tant que responsables, plus ou moins directs ou indirects, dans ce qui est arrivé. Donc, revenons on va le dire, à ce rapprochement du président Emmanuel Macron et Paul Kagame. Emmanuel Macron, avant évidemment d'être président de la République de la France, française, et il y avait d'autres présidents. On avait François Hollande. Pourquoi ces présidents ont échoué ou Emmanuel Macron réussit quelque part aujourd'hui? Mais Hollande ne pouvait pas réussir. Parce que François Hollande, c'était lui l'ami de l'ancien président. Voilà, c'était lui l'auteur de tout cela. C'est Giscard qui avait fait l'accord de 1975. Mais c'est Mitterrand qui a parachevé cela. Et si on parle de complicité de la France, c'est Giscard d'Estaing. Non, pas Giscard d'Estaing, c'est François Mitterrand. C'est Mitterrand, c'est lui. Et bon, maintenant Sarkozy, il est un peu gaulliste sur les bords. Voilà, et il est un peu à cheval, c'est une forme de fierté à la française. C'est pas lui qui va jouer ce rôle-là. Mais avec Macron, oui. Macron, il ne faut pas oublier, dès qu'il est arrivé, il a mis en place à l'Élysée une commission constituée de conseillers africains pour véritablement renforcer évidemment ses relations avec les le différentes continent. politiques africaines, qu'est-ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il a voulu casser un peu la France-Afrique, rompre un peu ce qui était en train d'être fait, et voilà, montrer un nouveau visage de la France. De ce partenariat France-Afrique. Et vous vous rappelez du fameux discours de Ouagadougou. Donc quelque part, il est dans cette dynamique-là, de rompre un peu avec la France-Afrique, avec ce qui se faisait, c'est le précaré, ce qu'on appelle le précaré, et aller vers maintenant une normalisation avec des rapports maintenant, de nouveaux rapports gagnant-gagnant. Le nouveau rapport gagnant-gagnant, pas de diplomatie française à Kigali. Quelques rares entreprises françaises émergent au Rwanda. Est-ce que ce nouveau rapprochement va inverser la donne? Ça veut dire qu'il y avait un sentiment anti-français
qui commence à être nourrie en Afrique. Et le Rwanda faisait partie donc des têtes de file, au point que Kagame aussi, c'est quelqu'un qui sait jouer. Il a appris la leçon de Lénine. Quand tu as un adversaire qui fuit, tu le poursuis. Quand il avance, tu recules. Il a reculé, il a avancé, il a reculé, il a avancé. Et à un moment donné, la francophonie même était vraiment mise en défaut au niveau du Rwanda. Mais depuis un certain temps, vous voyez que il aimait toujours faire la promotion de l'anglais, même en faire une langue nationale, une langue officielle à un moment donné. Pour vous dire que Kagame aussi, c'est quelqu'un qui sait jouer. Et aujourd'hui, maintenant, comme on dit en politique, il faut être là au bon moment. Macron est là au bon moment parce qu'il sait que moi, le rapport déclare, moi je dis que c'est un rapport bon pour tous, un bon rapport pour tous. Aussi bien voilà, les voisins du Rwanda que les différentes puissances qui avaient donc eu leur main au niveau de ce génocide. Parce qu'en vérité, c'est le moment maintenant de tourner la page. Parce qu'il y a maintenant les intérêts, par exemple, qui exigent qu'on tourne la page. Il y a les peuples également d'autres générations qui ont eu à voyager, à revenir et qui veulent encore aujourd'hui assumer une certaine continuité, mais sans la réconciliation, ce sera très difficile aujourd'hui de faire encore l'unité au niveau du Rwanda. Parce que les gens se sont unis comme ça de façade parce qu'ils reviennent d'un malheur, d'un sinistre. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus retourner à ça. Mais maintenant, pour désarmer le cœur aujourd'hui, ce ne sera pas seulement le Rwanda, mais ce sera le Rwanda et ses voisins et ses complices. Et c'est un problème de sémantique quand on dit responsabilité et complicité. Moi, je pense que c'est le moment. Et maintenant, l'appel a été bien entendu par la France et ça arrange aussi la France. Parce que n'oubliez pas qu'en Afrique, tout ce qui est appelé dictateur, c'est un dictateur qui n'arrange plus. Mais les dictateurs qui arrangent sont toujours cités en exemple comme des démocrates, comme des agents de développement. Et on l'a vécu à plusieurs reprises, même avant le Rwanda. Alors, mon cher Samb, alors, selon vous, dans le cadre de ce rapprochement entre Kigali et Paris, quels sont les domaines qui pourraient être concernés, que ce soit pour la France comme pour le Rwanda? Écoutez, pour la France, c'est toujours le domaine économique et le domaine culturel. Le français, tout ça, la culture française. Ensuite, sur le plan économique, c'est clair, en Afrique, comme elle le fait un peu partout, et ces entreprises, elles souhaiteraient que ces entreprises s'installent un peu partout, davantage. Ouais. Vous l'avez dit tantôt, il n'y a pas beaucoup d'implantation de sociétés françaises là-bas. C'est normal aussi, vu le contexte. Mais maintenant, avec la normalisation, peut-être que les Français vont trouver ici un terrain propice à l'épanouissement de certaines affaires. Du point de vue du Rwanda, c'est peut-être Paul Kagame lui-même qui attend peut-être un soutien, un partenaire stratégique, hein, avec l'aide budgétaire, comme on le sait d'habitude en Afrique. Il faut la coopération française, l'AFD qui aide un peu en matière de coopération. Mais vous pensez que Paul Kagame il a besoin de ça, Kigali a besoin de ça aujourd'hui? Forcément. On est en période de Covid et c'est très compliqué pour tous les États. Et c'est la récession un peu partout. Les gens ont des problèmes vraiment budgétaires. On affecte et on réaffecte les budgets. Et donc, quelque part, on a toujours besoin de soutien au niveau de la coopération à tous les niveaux. Et il a besoin aussi d'un point de chute. On ne sait jamais ce qui va advenir au Rwanda dans les prochaines années. Et donc, quelque part, je pense qu'il a besoin de la France et il l'a montré. S'il n'avait pas besoin de la France, il n'aurait pas fait preuve de temps d'ouverture et aujourd'hui qui ont abouti à cette main tendue de Macron avec ce rapport de Leclerc. Et donc, quelque part, on va aller beaucoup plus loin maintenant et peut-être assainir les bases d'une forme de coopération beaucoup plus saine. La réconciliation, la normalisation des relations entre le Rwanda et la France, Kigali et Paris, effective, mon cher? Effective, bientôt. Et moi, je dis qu'il y a un domaine où personne n'est obligé d'être clair, c'est le domaine de la diplomatie. Absolument. Voilà, maintenant, ils sont dans la diplomatie, ils sont dans le discours diplomatique, mais on ne sait pas maintenant de quoi ces relations donc, seront faites, parce qu'en vérité, n'oubliez pas que aussi le président rwandais, Kagame, va poser un certain nombre de choses sur la balance. Et maintenant, tout dépendra de Macron aussi, qui est peut-être sur la logique d'un second mandat. Oui, parce qu'on parle de rapprochement, mais évidemment, au-delà du rapprochement, il y a des intérêts, il y a des conditions aussi. Il y a des conditions qu'on va poser et rien ne dit que ce sera encore codifié pour toujours, parce que, attention, c'est récemment qu'on a adressé une lettre de félicitations au président togolais après l'élection. À un moment donné, on a aigrement échangé dans la presse autour de ça. Aujourd'hui, on a confirmé qu'il y a une lettre de la France qui a été adressée. Donc, pour vous dire que dans le domaine de la diplomatie, les gens acceptent vraiment la langue de bois et c'est la langue la mieux appropriée au point qu'on ne peut pas savoir ce qui est derrière. Mais ce qui est derrière, c'est surtout, en tout cas, des intérêts de Paul Kagame et des intérêts du président français. Parce qu'en vérité, le peuple rwandais n'a pas beaucoup à gagner dans cette réconciliation.
Parce que quand il y a l'installation des multinationales françaises, on sait aussi à quoi ça va conduire. Oui, évidemment, oui. Voilà. Donc, c'est une économie extravertie. Voilà. Vous pouvez avoir extraverti, vous pouvez avoir un taux de croissance à 2 chiffres, mais qui ne profite pas donc au peuple. Pour vous dire qu'en vérité, tout a été déjà écrit, conclu, avant même le démarrage de ce rapport qui vient d'être publié. Le rapport n'est que vraiment l'apothéose d'un processus qui a été entamé depuis longtemps. Maintenant, c'est au fur et à mesure des résultats qu'on saura, et à la survenue de certains événements, qu'on saura qu'en vérité, voilà ce qui a été décidé et ce qui a été voulu depuis qu'on a prononcé un tel discours. Sur un plan plus pernicieux encore, le soutien français, souvent, c'est un soutien au renseignement, au niveau renseignement, au niveau stratégie pour neutraliser les opposants. On le sait. Vous voyez, quand la France est aux côtés d'un candidat, vous voyez, c'est-à-dire il bénéficie de son nombre de logistique, de stratégie, de relations d'influence, de lobby, de moyens. La question sécuritaire. Personne n'est à l'abri. Voilà. Et puis Kagame ne peut plus se contenter. La question sécuritaire, on a l'impression que notre président français Emmanuel Macron n'est plus très à l'aise avec, parce qu'il n'aimait pas l'idée de... Il est dans le processus, en ce qui concerne par exemple la force Barkhane au Mali, il est dans un processus de retirer la moitié des soldats. Donc quelque part, c'est plus un pion qu'il peut pousser aujourd'hui pour séduire des potentiels partenaires. Parce que l'arrivée de la France était une demande au niveau du Mali, mais aujourd'hui aussi son départ, c'est une demande au niveau du Mali. Quand vous écoutez les véritables acteurs, notamment le célèbre Salif Keïta et autres, des fils donc du Mali commencent maintenant à dénoncer la présence des manifestations. Des épouses de militaires ont manifesté violemment pour demander la lumière sur la mort de leur mari et trucs. Donc ça veut dire que il y a toujours... Macron, c'est quelqu'un qui sait aussi jouer. À chaque fois qu'il arrive à une étape, il sait quoi faire pour traverser vraiment le virage, négocier des virages. Il sait maintenant qu'à défaut de retirer Barkhane, il faut diminuer pour donner aux Maliens l'idée que bientôt, ce sera vous qui allez gérer donc votre... Non, je reste avec toi, mon cher Sen. Alors, tu l'as souligné tout à l'heure dans ton argumentaire que ce rapprochement entre Kigali et Paris, au fond, ça ne bénéficie pas, on va dire, ce n'est pas au profit de Kigali sur le plan purement économique, parce qu'on l'a souligné, le Kigali aujourd'hui arrive à très bien s'en sortir, à voler de ses propres ailes. Mais comment aujourd'hui, Paul Kagame, au-delà de tout ce qui a été avancé par notre ami Sambre, comment aujourd'hui Kigali va tirer profit? Qu'est-ce que Kigali gagne concrètement sur le plan économique? Ce que Kigali peut gagner concrètement, c'est une influence internationale pour permettre aux autres. Parce que je sais que Kagame, il va multiplier les partenaires. Même s'il y a réconciliation entre la France et rétablissement des relations entre la France et le Rwanda va maintenir ses différents partenaires. Cette normalisation des relations, le début d'un long processus? D'un long processus, mais après, il va maintenir ses partenaires parce que je vous dis que c'est quelqu'un qui sait faire la balance. À chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il se tourne d'abord vers les véritables partenaires avant de réagir à la demande. La France aujourd'hui, je sais qu'elle n'est pas étrangère à ce rapport, elle n'est pas étrangère à ce rapprochement. Elle l'a voulu, elle l'a demandé, mais en même temps aussi, Paul Kagame va se tourner aussi vers ses partenaires traditionnels, stratégiques, parce qu'il sait en vérité, pour se faire respecter en termes de diplomatie et d'échange, il faut toujours savoir diversifier les partenaires. Et vous voyez que depuis longtemps, c'est un pays très courtisé maintenant au plan international. C'est en vérité, les termes de l'échange sont respectés et il sait toujours faire la différence. À chaque fois, il n'y a pas d'échange inégal, il essaie d'équilibrer les choses, mais il sait aussi que là maintenant, il a duré au pouvoir et que bientôt, il y a une nouvelle génération qui commence à monter. Et il se peut maintenant, avec le vent de démocratie qui souffle en Afrique, et la question sécuritaire qui commence à menacer dans tous les sens, il peut y arriver à un moment où il aura besoin d'aller faire autre chose. Mais regardez le cas du major Pierre Buya qui vient de nous quitter. Il est décédé au Mali. Lui, il avait renversé Jean-Baptiste Bagaza. Depuis qu'il a quitté le pays, il était récemment le représentant de l'Union africaine un peu partout, en Afrique de l'Ouest notamment. Pour vous dire que c'est quelqu'un qui sait jouer et qui se prépare à beaucoup de choses à la fois. Parce qu'il ne peut pas rester éternellement président du Rwanda. Et avec actuellement la nouvelle situation qui se dessine, demain peut-être il aura besoin de la communauté internationale. Et alors là-bas, il y a des critères à remplir.
C'est sur ce plan qu'il est en train maintenant de jouer d'autres pianos. Il se créer, comme vous l'avez souligné, mon cher Samba, se créer des alliés. En parlant de se créer, ce processus de ramener du monde pour soutenir sa cause, sur quoi, on va dire, cette nouvelle relation, future relation, parce que vous l'avez souligné, mon cher Sen, la normalisation des relations entre Kigali et Paris, elle est effective, au vu de ce que vous avez apporté sur ce plateau. La force des futures relations, de la future relation entre Macron et Paul Kagame, elle sera basée sur quel point exactement? Écoutez, sur des relations d'abord entre deux présidents, mais ça c'est clair, c'est le président Kagame et le président Macron, c'est d'abord les deux. Ils sont maîtres d'œuvre et c'est sur cette base-là que les choses vont fonctionner. Que cherche maintenant chacun? Bon, pour la France, ce n'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Donc, je l'ai dit tantôt, sur le plan de l'économie, mais aussi la culture française qui doit rayonner quelque part, un peu partout dans le monde. Mais Kagame, c'est beaucoup plus complexe. Je pense Ousmane l'a dit tout à l'heure. C'est beaucoup plus complexe. Est-ce qu'il a des visées sur le plan international, au niveau africain, au niveau de l'Union africaine? Est-ce qu'il a des visées au niveau des Nations Unies? Parce qu'on l'a dit, c'est l'intérêt qui guide la pensée. Donc voilà. Et donc, quelque part, il a besoin d'alliés, beaucoup plus d'alliés que d'ennemis, d'adversaires. Donc, c'est bien qu'il se rapproche aussi de la France. Peut-être qu'il a des objectifs clairs au niveau interne, mais aussi au niveau international. Parce que, quand même, il a réussi à faire rayonner son pays, quelque part, en moins de quelques années. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très respecté au niveau africain, mais aussi au niveau international. Et je l'ai vu d'ailleurs signer des accords avec l'Allemagne, tout récemment aussi, je pense qu'hier. Il diversifie les partenaires. Voilà, il diversifie un peu par les partenaires et c'est au grand bénéfice de son pays, mais de lui-même également. Et donc, qu'est-ce qu'il cherche? Je pense qu'il a divisé aussi au niveau africain, au niveau panafricain, mais au niveau également international. Paul Kagame avec le Rwanda qui se rapproche évidemment de la France d'Emmanuel Macron. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à Ousmane Sen, journaliste, directeur de la radio universitaire de Dakar, UCAD-FM, d'avoir participé au débrief. On remercie également Hassan Samb, journaliste, directeur de publication de Rewmi Quotidien. Merci d'avoir participé à notre émission. Et c'est la fin du débrief. On se donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.